Bonsoir et merci de nous rejoindre dans ces numéros spéciaux consacrés au dernier forum Chine-Afrique qui s'est clôturé tout récemment et à la question du port de Tadjoura qui serait donc mise à la disposition de l'Éthiopie. Pour répondre à ces questions, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, nous reçoit dans son bureau, donc en présence des journalistes, des autres organes aussi de presse, la presse écrite notamment. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Une première question, on le disait donc, c'est sur la coopération Chine-Djibouti, le dernier forum. Vous y avez participé aux côtés du président de la République. Quelles sont les grandes lignes justement de cette coopération? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette dernière rencontre avec la Chine et particulièrement pour Djibouti? D'abord, soyez les bienvenus au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le président de la République a participé à la tête d'une forte délégation au sommet du FOCAC, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est le forum de partenariat entre l'Afrique et la Chine. Ce forum existe depuis 24 ans et il est renouvelé tous les 3 ans. Il y a un programme qui a été établi pour les 3 prochaines années, un plan d'action et une déclaration. Ce plan d'action aura cours entre 2025 et 2027. Les annonces qui ont été faites et les initiatives qui ont été proposées par le président chinois Xi Jinping tournent autour d'abord d'un montant qui a été annoncé, 50 milliards de dollars quand même, dont 29 milliards pour les prêts et afin de construire un certain nombre d'infrastructures sur le continent, 11 milliards sous forme de dons pour pouvoir justement aider les États africains à développer leur secteur agricole, secteur de l'éducation, secteur de la santé, etc. Et à peu près 10 milliards pour encourager les entreprises chinoises à investir sur le continent africain. Maintenant, sur le plan bilatéral, qu'est-ce que la République de Djibouti tire, n'est-ce pas, de ce partenariat avec la Chine? Et c'est l'objet de votre question. Ce qu'il faut savoir, c'est que Djibouti fait partie de ce qu'on appelle une route, une ceinture. L'initiative chinoise pour développer le commerce mondial. Djibouti est une étape importante dans le cadre de ce qu'on appelle aussi la route de la soie. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a un certain nombre d'infrastructures qui doivent être développées pour pouvoir justement être un maillon, un chaînon important de cette, je dirais, initiative, une route, une ceinture. Quelles sont les infrastructures qui ont été développées ces dernières années pour pouvoir justement jouer ce rôle? D'abord, il y a eu le DMP, qui est un port de standard et de classe internationale, le port de marchandises, bulk. Nous avons développé le chemin de fer, une ligne de chemin de fer électrifiée entre Addis et Djibouti. Nous avons développé la zone internationale, n'est-ce pas, la zone franche internationale. Ce sont des infrastructures qui seront, je dirais, les soubassements et le fondement de ce partenariat que la Chine entretient avec Djibouti. Nous sommes en train de développer le port de Damerjog, qui est un nouveau terminal pétrolier. Nous avons déjà, grâce aux prêts chinois, développé le port minéralier du Goubet, qui a besoin d'être opérationnalisé pour l'exportation du sel. D'ailleurs, nous avons signé un accord pour pouvoir justement exploiter et exporter non seulement le sel et ses dérivés. À l'heure actuelle, il y a quand même la bromure qui est exportée. Prochainement, la soude caustique, etc., etc. Donc, un port minéralier dans l'ouest du pays et le port de Tadjoura qui est donc au nord du pays. Et ce sont des financements chinois. Et nous développons actuellement la troisième phase de ce qu'on appelle le business district dans l'ancien port. Vous avez l'hôtel intercontinental. C'est la première phase. Et donc, la coopération entre la Chine et Djibouti est une coopération qui s'inscrit sur le long terme. C'est une coopération qui permettra à notre pays de pouvoir jouer son rôle en tant que hub logistique, commercial, maillon important de l'initiative Une route, une ceinture et de la route de la soie. Donc, c'est tout bénéfice et nous pensons que la Chine et Djibouti ont je dirais, des perspectives intéressantes à l'avenir. J'aimerais ajouter à cela que lors des entretiens entre les deux présidents, le niveau
de partenariat entre la Chine et Djibouti a été rehaussé à ce qu'on a appelé un partenariat global dans tous les secteurs. Et ce partenariat global rehaussé va ouvrir pour notre pays des perspectives nouvelles. Ceci pour la coopération et le partenariat avec la Chine. Maintenant, quoi de concret, vous allez me dire, dans le cadre des 10 initiatives qui ont été annoncées? Il y a par exemple des hôpitaux qui seront construits. Actuellement, l'hôpital de Tadjoura est en train d'être finalisé. C'est un financement sous forme de dons chinois. Il y a des équipes médicales qui travaillent à Djibouti. Et la Chine a annoncé plus de 1000, n'est-ce pas, projets pour le bien-être social, dont, n'est-ce pas, des hôpitaux, des cliniques, etc. Ils ont annoncé 2000 professionnels médicaux chinois qui vont être dispersés ou dépêchés sur le continent africain. Ils ont annoncé 20 projets d'infrastructures, n'est-ce pas, nouvelles en matière de services hospitaliers. Ils ont annoncé des aides alimentaires. Ils ont annoncé pour la sécurité mondiale des aides militaires, formation de police, formation des militaires. Ils ont annoncé l'envoi de 500 agronomes sur le continent. Vous voyez que la coopération entre l'Afrique et la Chine est une coopération tangible, qui a de la substance, et que notre pays s'est positionné pour être l'un des bénéficiaires de cette coopération. Pour cela, nous avons présenté des avantages comparatifs pour faire en sorte que Djibouti soit vraiment un maillon, un passage obligé de la route de la soie. Voilà un peu, en résumé, la substance de ce partenariat entre la Chine et Djibouti. Comment la Chine prévoit de renforcer sa coopération économique avec le pays africain dans les années à venir? Vous savez, la Chine est devenue, depuis 2010, la deuxième économie mondiale. La Chine a développé entre 1979 et 1980 une économie de marché. Depuis lors, des réformes profondes ont été engagées dans ce pays pour ouvrir l'économie chinoise sur le monde. La Chine a besoin de ressources minières qu'elle trouvera en Afrique. La Chine a besoin des marchés africains pour ses produits. Donc, ce n'est pas un partenariat qui est à sens unique. Les Africains offrent également, je dirais, beaucoup de choses à l'Afrique. Ce qu'il faut ajouter à cela, c'est que dans les années à venir, nous vivons dans un monde qui est en train de se polariser. Aujourd'hui, l'hégémonie des pays occidentaux sur l'économie mondiale, elle est en train de s'évaporer. Le monde est en train de se constituer en bloc. On parle aujourd'hui du Sud global. Vous avez certainement entendu parler de l'émergence des BRICS. C'est ces pays, Brésil, Inde, etc., etc. Et donc, cette multipolarité du monde fait en sorte que la compétition entre les grandes puissances économiques, cette compétition va s'accélérer. Et chaque pays ayant cette capacité à pouvoir exporter va chercher des marchés. Et l'Afrique est un marché idéal. Mais les Africains ne veulent pas seulement être, je dirais, des marchés qui reçoivent des produits. Les Africains ont posé à la Chine un certain nombre, je dirais, de conditions. Et ils ont avancé des demandes. Et ils ont des attentes par rapport à la Chine. Développer l'agriculture africaine pour pouvoir justement introduire les nouvelles technologies, accélérer le processus d'industrialisation de l'Afrique pour que l'Afrique puisse avoir ses propres produits industriels à exporter en Chine, faire en sorte que l'économie numérique et la digitalisation également soient une réalité sur le continent. La Chine a accepté de pouvoir développer des projets sur l'économie numérique, dans le cadre de l'économie numérique en Afrique, et la Chine veut également transférer un certain nombre de technologies et de savoir-faire vers les pays africains. Je crois que c'est la seule manière pour les Africains de pouvoir développer leur propre capacité de production. Et donc, les Africains, à Pékin, les messages qui ont été transmis à la Chine, c'est de dire on veut être des partenaires et pas seulement des pays récipiendaires de l'aide publique chinoise et pas seulement des pays qui représentent des marchés pour les produits chinois. Donc, il est très important de comprendre que l'Afrique se positionne. L'Afrique se positionne en tant qu'acteur, n'est-ce pas, influent sur la scène internationale. Aujourd'hui, l'Afrique a été acceptée dans le G20.
hein, à part entière. Donc, c'est une arène dans laquelle les décisions importantes pour le monde sont prises. G7, G20, Conseil de sécurité. L'Afrique demande à être un membre à part entière du Conseil de sécurité avec le droit de veto. C'est là où se décident également toutes les questions de paix et de sécurité dans le monde. L'Afrique souhaite être un partenaire respecté et un partenaire qui ait son mot à dire sur les questions qui préoccupent le monde, que ce soit en matière de migration, d'écologie, etc. Il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés lors de ce FOCAC, donc à Pékin, il y a quelques jours. Quels sont les objectifs spécifiques de la Chine en matière d'infrastructures pour l'Afrique, comme annoncé lors de la 24e édition du FOCAC? Vous savez que les économies des États africains souffrent d'un manque d'infrastructures. Et une économie se bâtit sur des infrastructures. Bon, il y a bien entendu les politiques, la planification, les stratégies, mais si vous n'avez pas de route, pas de chemin de fer, pas de, je dirais, de marché commun de l'aviation, du transport aérien, si vous n'avez pas d'électricité en quantité suffisante, bon marché, des barrages pour produire de l'électricité, les infrastructures sont en réalité la colonne vertébrale de toutes les économies. Donc, il y a 1000 projets d'infrastructures qui sont prévus rien que dans le plan, n'est-ce pas, qui a été proposé pour 2025-2027. Et il est essentiel de comprendre qu'aujourd'hui, les autres partenaires ne financent pas les infrastructures sur le continent africain. Le Japon le fait jusqu'à une certaine mesure, mais le plus gros partenaire pourvoyeur de financement pour les infrastructures, c'est la Chine. 50 milliards. C'est pas donné. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous propose tous les jours. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est important, l'Afrique a ce qu'on appelle des projets phares. Des grands projets, pas seulement nationaux, hein, des grands projets régionaux. L'Afrique a par exemple ce qu'on appelle le chemin de fer transafricain, qui va faciliter le commerce intra-africain. L'Afrique a un projet de ce qu'on appelle le barrage Inga. Inga, c'est au Congo, sur le fleuve Congo. C'est un barrage qui devrait produire 43 000 mégawatts d'électricité, qui pourra alimenter vraiment une grande partie de l'Afrique. L'Afrique a également de grands projets liés à l'économie numérique, le e-university. L'Afrique a des projets liés à la production pharmaceutique. L'Afrique a une agence qui s'occupe uniquement de la production pharmaceutique. L'Afrique a des laboratoires de développement maintenant, grâce à des technologies nouvelles, de production de vaccins, etc., etc. Tout ça, ce sont des infrastructures. Et il faut des financements pour ces infrastructures. Et ces financements, aujourd'hui, viennent, n'est-ce pas, essentiellement de la Chine. Djibouti en profite, et pas que Djibouti. En Afrique, il y a 55 pays. Donc, vous pouvez imaginer que les attentes des 55 pays ne peuvent pas être toutes satisfaites. Mais il y a quand même des efforts qui sont faits sur le temps. L'Afrique s'est donné ce qu'on appelle un calendrier et un plan qui s'appelle l'agenda 2063, pour que en 2063, il y ait sur le continent une Afrique qui est d'abord voulue par les Africains, prospère, intégrée et pacifique. Paix, pacifique, il faut installer la paix pour que le développement puisse s'installer, il faut des infrastructures pour que l'économie puisse avancer. Rien qu'un chiffre, le commerce intra-africain aujourd'hui, entre les pays africains, il n'est pas plus de 17%. Imaginez-vous, le commerce de l'Afrique avec la Chine est de 70%. Pourquoi est-ce que les États africains n'arrivent pas à développer leur commerce alors qu'ils ont mis en place la zone de libre-échange, hein, ce qu'on appelle la ZLECAf, hein? Ils l'ont mis en... Pourquoi? Parce qu'il y a un manque criant, n'est-ce pas, d'infrastructures. Et aujourd'hui, la Chine est là pour dire aux États africains, je vais vous aider à développer vos infrastructures. Dans quelle mesure les accords du Forum influencent-ils les relations entre la Chine et les pays africains, et plus particulièrement entre Djibouti et la Chine? Je veux surtout vous parler de la spécificité des accords que nous avons signés avec la Chine. Vous savez que la Chine Djibouti est le seul pays qui abrite une base logistique navale chinoise, donc le seul pays en Afrique. Donc à ce titre, nous avons quand même, il y a un caractère très spécifique du partenariat entre la Chine et Djibouti. Nous sommes aujourd'hui dans la phase de renégociation de ce traité qui a installé la base logistique chinoise à Djibouti.
on l'avait signé en 2017, 2015, 2017 pour 10 ans. Les négociations donc ont recommencé cette année. Et donc, nous allons travailler sur la renégociation de ce traité pour les 10-20 prochaines années. Nous avons avec la Chine une stratégie de coopération militaire qui n'existe peut-être pas avec d'autres pays. Nous avons avec la Chine un partenariat dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la piraterie, qui n'existe peut-être pas avec d'autres pays. Et donc, vous voyez un peu le caractère très spécifique du partenariat Chine-Djibouti. C'est aussi, je dirais, un atout pour nous. Nous sommes capables donc à Djibouti, grâce à notre politique étrangère, à la vision éclairée de notre président, de diversifier nos partenariats, qu'ils soient des partenariats militaires, stratégiques, et que ce soit des partenariats économiques. L'intelligence voudrait qu'un petit pays qui n'a pas de ressources, qui n'a pas beaucoup d'atouts, pas d'agriculture, pas d'industrie, puisse capitaliser sur ce qu'il possède. Et c'est ce que nous essayons de faire. Voilà, merci Monsieur le ministre d'avoir répondu à cette première partie. La deuxième partie, on le disait au tout début, sera consacrée donc au port des Tadjoura, un port qui serait donc proposé à l'Éthiopie à des fins d'exploitation. Monsieur le ministre, on le disait donc tout à l'heure, c'est une question qui revient très souvent, et en particulier sur les réseaux sociaux, les ports des Tadjoura qui seraient concédés, les ports des Tadjoura qui seraient donnés. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui ces informations sur nos antennes? Le port de Tadjoura, comme le port de Damerjog, de Doralé, du Goubet, font partie du patrimoine national. C'est un patrimoine national et qui ne sera nullement cédé à qui que ce soit. Il faut que les choses soient claires dans l'esprit des uns et des autres. Maintenant, c'est quoi notre stratégie commerciale? C'est quoi notre vision pour pouvoir continuer à faire fonctionner ces infrastructures? Quand nous avons investi dans tous ces ports, ce n'est pas pour les regarder pourrir, n'est-ce pas, au soleil. C'est pour les faire travailler et fonctionner, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le port de Tadjoura ne reçoit qu'un bateau tous les 2 mois. On a investi plus de 60 millions de dollars dans le port lui-même. Nous avons investi plus de 110 millions de dollars pour le corridor jusqu'à Balho. Les salaires des employés du port de Tadjoura sont payés par le DMP. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, nous avons un gouvernement qui réfléchit, un président qui donne les instructions et les orientations. Ce port doit pouvoir travailler pour être justement rentable. Il faut que les populations des régions du Nord puissent trouver de l'emploi, faire le commerce, créer des entreprises. Comment cela vient? Cela vient avec des activités portuaires. C'est un port. Et donc, ce que nous avons proposé aux Éthiopiens, ce n'est pas de vendre le port de Tadjoura. Il n'a jamais été question de céder ou de concéder ou de vendre le port de Tadjoura. Vous savez, l'exemple que nous avons vivant, c'est le chemin de fer. C'est une société binationale, non? C'est ce que nous proposons. On gère ensemble. Et qu'est-ce que Djibouti va gagner? Djibouti va gagner en termes de... on veut garder le trafic. On veut garder le trafic. Demain, Assab va ouvrir. Et une partie du trafic va aller là-bas. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous, on veut garder le trafic. Peut-être une partie du trafic va aller vers le Somaliland. Nous, on veut garder le trafic éthiopien. Comment garder le trafic éthiopien? C'est d'innover, de créer des partenariats qui nous permettent de satisfaire la demande éthiopienne. En termes de temps, en termes de coûts de transport, parce que l'Éthiopie est composée de 11 régions. Le transport coûte cher. Le produit qui est acheté sur le marché éthiopien, la valeur du produit plus le coût du transport. 3 régions dans le nord de l'Éthiopie sont plus proches de Tadjoura que de n'importe quelle autre frontière. La région Tigray, la région Amhara et la région Afar. Il reste encore 8 régions qui seront desservies par les autres ports. Et puis il n'y a pas que ça. Il y a une autorité nationale des ports et des zones franches qui planifie tout ça.
Il y a une autorité nationale qui planifie que doit faire tel port, comment les activités doivent être planifiées, quelles sont les activités qui... Maintenant, le port de Tadjoura travaille déjà pour l'Éthiopie, même si ce n'est pas grand-chose. Le fer à béton, le charbon, le gaz sont débarqués au port de Tadjoura et exportés par Balhoud. Il y a une volonté d'organiser ça, de faire travailler nos ports et de faire en sorte qu'il y ait une sorte d'harmonie dans les activités commerciales, de logistique et de transport pour que toutes les infrastructures qui sont le patrimoine national de Djibouti puissent travailler. Parce que si ces ports ne se remboursent pas eux-mêmes, qui va payer? C'est nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Mais il faut que ces ports travaillent pour qu'ils puissent se rembourser et créer de l'emploi et de la richesse pour nos populations, qu'ils soient dans le nord ou dans le sud. Ça, c'est une première réponse. Que gagne l'Éthiopie à pouvoir co-gérer avec nous un port dans le nord? Je l'ai dit tantôt, l'Éthiopie réduit le coût de transport de ses produits. L'Éthiopie fluidifie les exportations et les importations. Au lieu d'avoir des congestionnements, n'est-ce pas, dans certains ports, il y aura, je dirais, un choix pour que, si aujourd'hui, par exemple, les graines et les fertilisants passent par Djibouti, un certain nombre d'autres produits peuvent passer par le nord. Djibouti, quand je dis, il y a 2 corridors, même 3 corridors bientôt, c'est-à-dire celui des Galilées, celui des Galafi, peut-être un autre aussi qui est en train de s'ouvrir. Diredawa aussi, ça passe aussi par le train, par le train. Donc, il y a aussi l'idée, à terme, de pouvoir exporter le pétrole raffiné par la voie ferroviaire. Nous sommes en train de développer le port de Damerjog pour justement donner une alternative aux Éthiopiens qui se trouvent un petit peu, je dirais, en manque d'espace de stockage à horizon. Ils veulent d'autres espaces de stockage. Donc, nous sommes en train de développer le port de Damerjog et le train, un tronçon train pour pouvoir transporter le kérosène, le carburant à travers le train. Donc, c'est une stratégie que nous avons mise en place pour le long terme. Notre pays doit pouvoir garder cette avance que nous avons par rapport aux autres ports de la région. C'est une compétition. C'est une compétition et si on ne s'adapte pas à cette compétition, demain, on va perdre une grosse partie de ce trafic. Et on ne veut pas perdre ce trafic. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce que nous faisons pour l'Éthiopie, c'est un service que nous nous rendons aussi à nous-mêmes. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Rester compétitif. Oui, rester compétitif, offrir des alternatives, garder son avance par rapport aux autres ports de la région, pouvoir justement créer des richesses de l'emploi et des opportunités d'entreprise à nos jeunes et à notre population, et faire en sorte surtout que nous gardions cette vision de plateforme régionale de Djibouti comme hub logistique, hub numérique, hub financier. Et c'est l'ambition du président de la République et son gouvernement travaille à cela. Toutes les désinformations qui tournent autour de Djibouti est en train de brader, de vendre, etc., sont du fake news. C'est du fake news. Ce que nous disons à notre opinion publique et par ma voix, c'est que nous travaillons pour que l'économie de Djibouti, le peuple djiboutien, puisse être le principal bénéficiaire. Nous ne travaillons pas pour les autres, nous travaillons pour nous-mêmes. C'est ça que les Djiboutiens doivent comprendre, et les Djiboutiennes. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.